Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédia. Le livre que nous lirons dans cet épisode s'intitule « Lever et briller ». Il s'agit d'un livre qui explique comment aider les professionnels modernes à soulager le stress et à se débarrasser de l'épuisement professionnel. Je ne veux pas aller travailler tous les jours. Je sens que le travail est stressant. Non seulement je suis fatigué mentalement, mais mon corps est aussi épuisé. Je ne veux rien faire. Parfois, je garde délibérément mes distances avec mon travail et mes collègues. Aïe, j'ai l'impression que mon travail est le même, peu importe qui le fait. Je me sens souvent inutile et impuissant, mais je dois quand même continuer à travailler pour survivre. Je pense que beaucoup de gens ont ressenti les mêmes sentiments, non pas parce qu'ils sont paresseux ou incapables de supporter les difficultés, mais parce qu'ils sont tombés dans un épuisement professionnel. En mai 2019, l'Organisation mondiale de la santé a inclus pour la première fois l'épuisement professionnel dans la classification internationale des maladies et l'a défini comme un syndrome résultant d'un stress au travail à long terme qui n'est pas géré efficacement. 3 caractéristiques, à savoir, se sentir épuisé ou épuisé, développer un sentiment de distance par rapport au travail et développer des émotions négatives et cyniques envers le travail, et un sentiment réduit d'efficacité professionnelle. Cependant, il convient de noter que bien que l'épuisement professionnel soit inclus dans la classification internationale des maladies, il ne s'agit pas à proprement parler d'une maladie médicale, mais d'un phénomène professionnel, d'un problème étroitement lié à la santé physique et mentale, et qui est universel. On peut dire que l'épuisement professionnel est devenu un problème mondial. Par exemple, selon le rapport d'enquête sur l'indice d'épuisement professionnel en Chine, publié par le réseau chinois de développement des ressources humaines en 2018, 70% des personnes sur le lieu de travail souffrent d'épuisement léger et 13% d'épuisement grave. Autre exemple, en 2019, Medscape, un site médical américain bien connu, a publié un rapport d'enquête auprès de plus de 15 000 médecins et a révélé que 44% des médecins souffrent d'épuisement professionnel. Il y a tant de personnes qui souffrent d'épuisement professionnel et les dommages sont si grands. Alors, comment pouvons-nous soulager la pression au travail et nous débarrasser de l'épuisement professionnel? Ce livre peut apporter quelques réponses. L'auteur de ce livre, Lynn Spencer, est la cofondatrice de Body Shot Performance, une société britannique de conseil en bonheur. Lynn et son équipe ont mené une coopération approfondie avec des professionnels du domaine de la santé et des petites et moyennes entreprises pour étudier conjointement comment améliorer le bonheur des employés au travail, et ont finalement résumé 6 signaux de santé, à savoir le sommeil, la santé mentale, l'énergie, la composition corporelle. Système digestif et forme physique, un ensemble de méthodes pratiques sont résumées à partir de ces 6 signaux, qui ont aidé les salariés de nombreuses entreprises à améliorer leurs conditions de travail et ont remporté de nombreux prix. Par conséquent, que vous commenciez tout juste à montrer des signes d'épuisement professionnel ou que vous ayez déjà subi les conséquences amères de l'épuisement professionnel, ce livre peut vous aider à clarifier votre situation professionnelle actuelle et à vous remettre en douceur de l'épuisement professionnel. À mon avis, les 6 signaux proposés par l'auteur peuvent être encore simplifiés en 2 grandes catégories, l'épuisement mental et l'épuisement physique. Par conséquent, nous parlerons ensuite de la manière d'atténuer ce sentiment de ne pas pouvoir joindre les deux bouts mentalement et physiquement, une par une, en nous basant sur les théories et les méthodes proposées par l'auteur. Première partie. Parlons d'abord de l'épuisement mental. Les personnes souffrant d'épuisement professionnel éprouvent souvent des sentiments mentaux courants, tels que l'inquiétude, l'anxiété, l'inquiétude excessive, l'autocritique, l'indifférence et l'engourdissement, la colère facile, etc. L'une des principales raisons pour lesquelles il y a tant de mauvaises émotions est qu'il y a trop de pression. D'une part, il y a la pression du travail lui-même. Par exemple, avec l'expansion des collèges et des universités, les exigences du marché du travail en matière de qualifications académiques ont augmenté. En 2023, le nombre de diplômés de maîtrise et de doctorat à Pékin dépassera pour la première fois celui du premier cycle, et la concurrence pour l'emploi devient de plus en plus féroce. En outre, le modèle de travail, 996, est courant dans l'industrie Internet. Par rapport aux personnes qui ne trouvent pas d'emploi, la charge de travail est lourde et les heures supplémentaires fréquentes ne semblent rien. En plus de la pression du travail lui-même, il y a aussi la pression que vous vous imposez. Par exemple, si vous entrez pour la première fois sur le lieu de travail et que vous souhaitez obtenir de bons résultats, vous risquez de vous fixer un objectif trop élevé et d'être facilement frustré. De plus, après avoir rejoint l'entreprise, je constate qu'il y a un grand écart entre mon travail actuel et mes aspirations et idéaux personnels, et je me sens déçu, mais je ne peux pas dire ce que je veux faire. Parfois, j'insiste pour travailler simplement parce que je ne sais pas comment abandonner mon travail. Toutes ces raisons peuvent expliquer pourquoi les gens souffrent d'épuisement professionnel. Cependant, l'épuisement professionnel ne survient pas immédiatement, il suit souvent un processus et survient lorsque le stress continue de s'accumuler. Le psychologue clinicien américain Herbert Freudenberg et sa collègue Gail North ont compilé 12 étapes de l'épuisement professionnel. Ces 12 étapes permettent de voir clairement comment la pression au travail érode étape par étape la santé physique et mentale. Rassemblons-les brièvement.
Dans la première étape, on ressent souvent une envie de faire ses preuves, donc des objectifs plus élevés sont fixés et des engagements plus élevés sont pris. Dans la deuxième étape, afin de répondre à des attentes plus élevées, on travaillera 2 fois plus dur. Dans la troisième étape, le degré s'approfondit encore et vous vous concentrez uniquement sur le travail et ignorez vos propres besoins, comme le sommeil, l'exercice et un régime alimentaire régulier. Dans la quatrième étape, vous commencez à réaliser que quelque chose ne va pas si vous continuez à travailler comme ça, mais vous pouvez, une fois que vous en connaissez la cause, un fort conflit intérieur peut également déclencher une série de symptômes physiques. Puis dans la cinquième étape, les valeurs commencent à changer. Les nouvelles valeurs incluent uniquement le travail, sans aucun temps ni espace privé. La sixième étape est l'étape du déni. Ne voulant pas admettre les problèmes causés par la pression du travail, mais blâmant les autres, pensant que les autres sont incompétents, paresseux et arrogants. Puis vient la septième étape, commençant à rester loin de sa famille et de ses amis, avec presque aucune interaction sociale, souvent accompagnée d'un sentiment d'impuissance et d'impuissance. Dans la huitième étape, les collègues, la famille et les amis remarqueront évidemment ces changements de comportement. Dans la neuvième étape, ils perdent leur individualité, ne comprennent plus leurs besoins personnels, simplement se concentrer sur le présent et vivre mécaniquement. Puis dans la dixième étape, afin de surmonter le vide intérieur, ils auront recours à la suralimentation, au sexe excessif et à l'alcoolisme. Dans la onzième étape, ils sont déprimés et épuisés, pensant que la vie n'a aucun sens, et finalement au 12e stade, ils souffrent d'un effondrement physique et mental, et dans les cas graves, le suicide peut survenir. Ces pensées nécessitent des soins médicaux immédiats. Bien entendu, ces étapes ne sont pas une fatalité et le processus d'épuisement professionnel de chacun est différent. Mais comprendre ces étapes peut nous aider à mieux comprendre l'épuisement professionnel et à prendre des mesures efficaces pour le prévenir et l'atténuer. Comment améliorer la santé mentale et gagner en bonheur au travail ? L'auteur estime que nous pouvons commencer par les neurotransmetteurs du cerveau. 4 neurotransmetteurs nécessitent notre attention particulière, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Ces neurotransmetteurs sont particulièrement importants pour maintenir et restaurer la santé mentale. Ensuite, je parlerai de ces neurotransmetteurs en conjonction avec le livre « Pourquoi les élites ne se fatiguent pas lorsqu'elles utilisent leur cerveau comme ça ». L'auteur du livre « Pourquoi les élites ne se fatiguent pas quand ils utilisent leur cerveau comme ça » est Shion Kawasawa. C'est un psychiatre japonais qui sait très bien exprimer des connaissances professionnelles obscures dans un langage facile à comprendre. Ses opinions sont conformément à cela les auteurs de ce livre coïncidant les uns avec les autres. Shion Kawasawa estime que les méthodes de travail qui vont à l'encontre des fonctions du cerveau humain sont comme tirer sur le frein à main et appuyer sur l'accélérateur pendant la conduite. Bien que la voiture avance, il est très difficile d'avancer et peut l'endommager. La méthode de travail positive, conforme au fonctionnement du cerveau humain, peut maximiser la capacité et l'efficacité du travail tout en minimisant le stress mental causé par le travail. Parlons maintenant de ces neurotransmetteurs en détail. Premièrement, favoriser la sécrétion de dopamine. La dopamine n'a pas besoin d'être présentée davantage. Nous la connaissons tous. C'est un neurotransmetteur étroitement lié au centre de récompense du cerveau. Il a un impact profond sur la capacité des gens à traiter l'information, l'attention, la mémoire, la planification, etc. On peut dire qu'avec la dopamine, ce n'est que lorsque l'on a de la motivation et de l'enthousiasme que l'on peut travailler. Comment encourager le cerveau à sécréter de la dopamine en situation de travail ? Même s'il est bon d'avoir un emploi stable, s'il n'y a pas de haut et de bas tout le temps, le cerveau humain ne sécrétera pas suffisamment de dopamine, ce qui entraînera un sentiment d'ennui au fil du temps. Si vous souhaitez conserver cet enthousiasme et cette envie de travailler, vous devez intégrer des défis dans votre travail. Ce défi peut commencer par fixer des objectifs et atteindre des objectifs. Dans le processus d'atteinte des objectifs, les gens sécréteront de la dopamine lors de la définition des objectifs et lors de la réalisation des objectifs. Après avoir atteint les objectifs, cela motivera les gens à fixer et à atteindre le prochain objectif, ce qui peut stimuler continuellement le cerveau. Sécréter de la dopamine pour maximiser motivation pour le travail. Cependant, n'importe quelle cible ne peut pas stimuler la sécrétion de dopamine. Tout d'abord, cet objectif ne doit pas être trop grand ni trop vide, il doit être pratique et réalisable, c'est-à-dire le genre d'objectif qui peut être atteint sur la pointe des pieds et ne permettra pas aux gens de passer facilement le niveau ou d'abandonner à mi-chemin. Deuxièmement, par rapport à la définition immédiate d'un objectif à long terme, fixer un objectif qu'il est possible d'atteindre à court terme, puis fixer le prochain objectif à court terme plus difficile après l'avoir atteint, et ainsi de suite, facilitera la tâche. Atteindre l'objectif à long terme. Enfin, nous devons confirmer nos objectifs à plusieurs reprises, car parfois nous avons de nombreux objectifs, mais après les avoir fixés, nous les oublions et n'agissons pas conformément aux objectifs. Par conséquent, nous devons transformer l'objectif en quelque chose qui peut être visible à tout moment. Par exemple, mettre l'objectif sur le bureau, ou annoncer votre objectif aux personnes autour de vous. Bref, vous devez toujours vous rappeler l'existence du but. En plus de la méthode ci-dessus, on peut également utiliser des compléments alimentaires.
Par exemple, manger des aliments riches en tyrosine. La dopamine est produite à partir d'un acide aminé appelé tyrosine. S'il n'y a pas suffisamment de tyrosine dans l'organisme, suffisamment de dopamine ne peut pas être sécrétée. Quels sont les aliments riches en tyrosine? Les aliments comme le fromage, la dinde, les graines de tournesol, le riz brun, les arachides et les haricots, les légumes, les fruits, etc. sont riches en tyrosine. Cependant, pour transporter la tyrosine jusqu'à notre cerveau, le sucre est également nécessaire. Le sucre présent dans le corps humain provient principalement des glucides, qui sont des aliments de base. De plus, la production de tyrosine en dopamine nécessite également la participation de vitamine B6. Les aliments riches en vitamine B6 comprennent les bananes, le lait, la bonite, le thon, le saumon, etc. Vous voyez donc, si vous souhaitez stimuler la dopamine par l'alimentation, vous ne devez pas être pointilleux ou pointilleux sur votre alimentation et maintenir une alimentation équilibrée. C'est la base d'un esprit et d'un corps sain. Ensuite, il y a l'ocytocine. L'ocytocine est connue comme l'hormone de l'amour. Elle peut influencer les émotions et les comportements des gens, favoriser la formation et le maintien de relations intimes et rendre les gens heureux, satisfaits et loyaux. Que faites-vous lorsque vous rentrez chez vous le soir après une longue journée de travail? Je pense que certaines personnes pourraient dire qu'elles ne veulent rien faire mais simplement s'allonger. Ou si vous avez encore du travail à terminer dans l'entreprise pendant la journée, vous pouvez continuer à le faire une fois de retour chez vous. Le premier est bien, mais vous devez être très vigilant sur le second, car une fois que vous avez l'idée de « si vous ne pouvez pas le terminer dans l'entreprise, vous pouvez le ramener à la maison pour le faire », vous le ferez facilement perdre votre sentiment d'urgence lorsque vous travaillez pendant la journée et procrastinez. Finalement, j'ai dû le ramener à la maison et le faire. Si les choses continuent ainsi, la pression du travail va progressivement éroder la santé physique et mentale des gens. En fait, rentrer à la maison le soir est un bon moment pour se détendre et guérir. Nous devons accorder autant d'attention au repos et à la relaxation la nuit qu'à notre travail pendant la journée. Par exemple, nous pouvons faire un câlin à un membre de la famille ou à un partenaire, puis discuter, ou passer du temps avec un animal de compagnie. Ces comportements peuvent favoriser la sécrétion d'ocytocine, nous faire sentir aimer et soulager le stress au travail. La dopamine maintient les gens motivés au travail, l'ocytocine aide les gens à se détendre et à guérir après avoir quitté le travail, et puis il y a la sérotonine. La sérotonine est un stabilisateur naturel de l'humeur qui peut aider les gens à changer d'humeur et à retrouver leur calme. Il y aura toujours des moments où vous ne pourrez pas continuer votre travail, ou où vous aurez beaucoup de travail et serez extrêmement stressé. À ce moment-là, il est très important de savoir comment calmer les émotions négatives et transformer les émotions négatives en émotions positives. Le livre « Pourquoi les élites ne se fatiguent pas quand ils utilisent leur cerveau comme ça » mentionne que la lecture à haute voix peut stimuler la sécrétion de sérotonine, et que la lecture à haute voix peut également favoriser la circulation sanguine dans le cortex préfrontal et augmenter le flux sanguin, ce qui est également utile dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Pour les travailleurs migrants qui travaillent dans des immeubles de bureaux, la majeure partie de leur temps de travail est consacrée à la lecture et à l'écriture, et ils ont rarement l'occasion de lire à haute voix. Cependant, si les gens ont la possibilité d'essayer de lire à haute voix, ils ressentiront les avantages de la lecture. Le passage de l'écriture à la lecture à haute voix peut faire passer notre corps d'un état fondamentalement statique à un état de léger mouvement, et notre humeur et notre esprit seront complètement renouvelés. Par exemple, les personnes qui écrivent souvent des articles peuvent lire à haute voix les articles qu'elles ont écrits auparavant lorsqu'elles n'ont aucune idée. En lisant les articles qu'ils ont écrits à haute voix, d'une part, on a l'impression qu'ils lisent l'article de quelqu'un d'autre, ce qui peut aider les gens à regarder votre écriture de manière plus objective, ce qui facilite l'identification des domaines qui nécessitent une révision. D'un autre côté, lire à voix haute est aussi un massage pour le cerveau tendu, qui contribue à stimuler l'inspiration créatrice. Si vous craignez que lire à haute voix au bureau puisse causer des problèmes à vos collègues autour de vous, vous pouvez trouver une salle de conférence vide ou un autre espace caché et trouver des documents au travail. Peu importe le contenu, ce qui est important est fermer la porte et lisez-le à haute voix. En plus de lire à haute voix, pleurer stimule également la sécrétion de sérotonine. Par exemple, les gens verseront inévitablement des larmes en regardant un film. Pendant le processus de pleurs, la circulation sanguine dans le cortex préfrontal sera accélérée et l'activité des nerfs sérotoninergiques sera également considérablement augmentée. Par conséquent, tant que vous ne causez pas de problème aux autres, il est préférable de ne pas vous retenir lorsque vous avez envie de pleurer. Pleurer correctement est aussi un moyen de soulager le stress. Jetons un coup d'œil aux compléments alimentaires. Les auteurs affirment que la consommation d'aliments riches en tryptophane et en vitamine B6, comme le poulet, la viande d'âne, les œufs, le fromage, le saumon, le thon, les légumes verts foncés, les graines de chia et les noix, peut augmenter les niveaux de sérotonine. De plus, vous pouvez également consommer de la bonne huile de poisson, car l'huile de poisson contient une grande quantité d'acides gras oméga 3, dont les plus importants sont l'acide eicosapentaénoïque, EPA, et l'acide docosahexaénoïque, DHA, essentiel à la santé du cerveau. Surtout, il peut également favoriser la sécrétion de sérotonine. Enfin,
Il existe un autre neurotransmetteur appelé les endorphines. Les endorphines sont généralement sécrétées lorsque nous sommes confrontés à un stress mental important et exerçons un effet analgésique. Par exemple, lorsque les marathoniens ressentent des difficultés respiratoires, des jambes et des pieds faibles pendant une course et sentent qu'ils ne peuvent plus courir, des endorphines seront sécrétées en grande quantité pour aider à soulager la douleur des athlètes. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre d'être stressés à l'extrême pour que les endorphines fassent effet. Nous pouvons également stimuler le cerveau à sécréter des endorphines dans d'autres états, par exemple lorsque nous sommes calmes et détendus. Lorsque le corps et l'esprit d'une personne sont détendus, des ondes alpha sont produites dans le cerveau, et lorsque le cerveau émet des ondes alpha, des endorphines sont également sécrétées. Par conséquent, si vous souhaitez favoriser la sécrétion d'endorphines, vous pouvez le faire en libérant des ondes alpha. Alors, comment faire en sorte que notre cerveau émette des ondes alpha? Par exemple, la méditation est une bonne méthode et est abordée dans de nombreux livres. La méditation peut commencer par sentir la respiration. L'auteur a participé un jour à une formation où le professeur demandait à toutes les personnes présentes de s'asseoir tranquillement pendant quelques minutes, pendant lesquelles elles devaient capter les sons autour d'elles. Après quelques minutes, tout le monde a partagé les sons enregistrés. Presque tout le monde a enregistré des sons similaires, comme le bruit des chaises qui bougeaient, le bruit des vêtements frottés, le bruit des voitures qui passaient dehors, etc. Mais personne n'a remarqué le bruit de leur propre respiration. Même si le bruit de la respiration est le son le plus proche de lui. Donc, si vous ne savez pas comment commencer une méditation, commencez par ressentir votre respiration et prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez. Le but est de vous aider à couper tout contact avec le monde extérieur et à vous calmer rapidement. Pour un autre exemple, vous pouvez également écouter votre musique préférée. Certains chercheurs ont découvert que créer et écouter de la musique favoriserait la libération d'endorphines dans le corps, ce qui aurait un effet analgésique et produirait une sensation de plaisir. De plus, en écoutant de la musique, le corps humain libère également de la dopamine, ce qui peut faire d'une pierre deux coups. Manger du chocolat noir a un effet similaire. L'auteur mentionne dans le livre que manger du chocolat noir avec une teneur en cacao de 85% ou plus peut augmenter les niveaux d'endorphines et de sérotonine libérés par le cerveau, aidant ainsi à soulager la douleur et à réduire le stress, mais cela il faut faire attention à contrôler la consommation et arrêter avec modération. La seconde partie. Après avoir parlé de l'épuisement mental et de la façon d'y faire face, parlons de l'épuisement physique et de ce qu'il faut faire. L'épuisement physique peut être divisé en deux domaines, les problèmes de sommeil et la douleur physique. Certaines personnes ont la chance de s'endormir dès que leur tête touche l'oreiller, mais la plupart des personnes souffrant d'épuisement professionnel sont souvent accompagnées de problèmes de sommeil, tels que des difficultés à s'endormir, des réveils faciles la nuit et des sensations de vertige et de ballonnement au réveil. Debout après avoir dormi longtemps, épuisé, etc. Le manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil affectera sérieusement notre capacité à faire face aux défis du travail quotidien. Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont mené une étude. Ils ont découvert que si une personne ne dort que 6 heures par jour pendant 14 jours consécutifs, la concentration deviendra très faible, semblable à un état de ne pas dormir pendant 2 jours. De plus, les problèmes de sommeil peuvent également augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité et d'autres maladies. Les auteurs affirment que si nous ne dormons pas suffisamment, la gréline et la leptine deviennent déséquilibrées dans notre corps. La gréline est une hormone qui envoie des messages de faim au cerveau, tandis que la leptine est une hormone qui envoie des signaux de satiété. Les deux hormones travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre du corps. Mais lorsque nous ne dormons pas suffisamment, la gréline augmente et les niveaux de leptine sont supprimés. Cela amènera le cerveau à nous envoyer des signaux de faim tout le temps et à nous laisser manger. Cela ne fait qu'ajouter l'insulte à l'injure pour les personnes qui veulent dormir. Contrôler leur poids. Alors comment améliorer la qualité du sommeil? Nous pouvons partir de deux aspects, l'endormissement et le réveil. La mélatonine est une substance qui rend les gens somnolents. Plus la mélatonine est sécrétée, mieux vous dormez. À partir du soir, la sécrétion de mélatonine du corps commence à augmenter et au moment où vous vous endormez, la sécrétion de mélatonine est déjà assez active. En d'autres termes, le rythme d'activité entre l'après-dîner et avant le coucher aura un grand impact sur la sécrétion de mélatonine. La mélatonine déteste la lumière. Si vous regardez la télévision dans un salon bien éclairé avant de vous coucher le soir, vous ne pourrez pas vous endormir immédiatement, même si vous entrez dans une chambre complètement sombre et vous allongez dans votre lit. Mais si nous pouvons nous détendre dans une pièce sombre 1 heure ou 2 avant de nous coucher, nous pouvons stimuler la sécrétion de mélatonine. Par exemple, de nombreuses personnes liront pendant une demi-heure à 1 heure en utilisant une lampe de chevet avant de se coucher, puis éteignent la lumière et s'endorment lorsqu'elles ont sommeil. C'est une très bonne habitude pour dormir. De plus, l'environnement de la chambre est également très important. La chambre est notre salle de réveil. Pendant le sommeil, si la lumière pénètre dans la rétine, la sécrétion de mélatonine sera inhibée. En plus des yeux, il y a aussi des récepteurs de lumière à la surface de notre peau, donc si vous voulez être complètement libre des interférences lumineuses, il est préférable de bloquer toute la lumière dans la chambre et d'éteindre les lampes de chevet,
les écrans d'ordinateur et autres objets émettant de la lumière. Au réveil, notre mélatonine est presque épuisée, nous devons donc accumuler autant de mélatonine que possible pendant la journée pour l'utiliser la nuit. En fait, la sérotonine est la matière première de la mélatonine. Si la sérotonine est épuisée, il n'y aura plus de matière première pour la synthèse de la mélatonine. Le matin, lorsque les gens se réveillent, la sécrétion de sérotonine commence à augmenter avec les activités physiques et mentales. Surtout le matin, la sécrétion de sérotonine est la plus importante. Par conséquent, se lever le matin, ouvrir les rideaux, puis sortir se baigner au soleil du matin est un moyen simple et facile d'activer la sérotonine. Après avoir parlé des problèmes de sommeil, intéressons-nous aux problèmes de la douleur physique. Les personnes stressées depuis longtemps ressentent souvent des douleurs physiques ici et là, parfois des maux de dents, de ventre et de dos. Pourquoi est-ce ? Si vous regardez attentivement, vous constaterez qu'ils ont certaines choses en commun, notamment un corps serré, une tendance à croiser les bras, à lever les épaules et à plier le torse. Les auteurs affirment que cette posture peut comprimer les organes internes, ce qui peut réduire la circulation sanguine et entraîner des douleurs musculaires, articulaires et nerveuses. L'humeur d'une personne affectera la posture du corps et, à son tour, la posture du corps affectera également l'humeur. Par exemple, s'asseoir droit permet au système nerveux de mieux faire face au stress. Dans un article du Journal of Health Psychology, s'asseoir droit peut être une stratégie comportementale simple qui contribue à augmenter la tolérance au stress. Une autre étude menée par l'université Harvard a également révélé que lorsque les gens adoptent des postures à haute énergie, comme s'asseoir droit ou dans une posture plus détendue, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, diminuent, tandis que lorsque les gens adoptent des postures à faible énergie, ils diminuent également. Ces postures serrées mentionnées plutôt qui augmentent les niveaux de cortisol. De plus, certains expérimentateurs ont demandé un jour aux participants du groupe AB d'adopter 2 postures, chaque posture pendant 1 minute. Les participants du groupe A ont imité la posture assise dominatrice du président, s'appuyant sur le dossier de la chaise et tenant leurs mains derrière la tête. Les participants du groupe B ont mis leurs mains sur leurs genoux, se sont assis sur leur chaise, les épaules voûtées et la tête baissée. Il a été constaté que les participants du groupe A avaient augmenté leur niveau de testostérone et diminué leur niveau de cortisol, ce qui les faisait paraître plus énergiques. Les participants du groupe B avaient une concentration de testostérone beaucoup plus faible et une concentration de cortisol accrue, et ils ont montré un fort sentiment de tension et d'impuissance. Pour expliquer, la testostérone est un type d'hormone mâle. Lorsque la concentration de testostérone dans le corps augmente, le sentiment de supériorité, la compétitivité, la résistance aux maladies et les capacités de leadership d'une personne seront améliorées. Donc, voyez-vous, plus nous nous sentons stressés, plus nous avons besoin de nous tenir debout au lieu de nous recroqueviller et de nous apitoyer sur notre sort. Cela dit, passons en revue le contenu principal de ce livre. Un psychologue a un jour pris un verre d'eau alors qu'il parlait de gestion du stress, puis a demandé aux personnes présentes « Combien pèse ce verre d'eau ?» Tout le monde a activement deviné le véritable poids de ce verre d'eau. Mais à ce moment-là, le psychologue dit « Le poids réel de ce verre d'eau n'a pas d'importance. Le poids que je ressens dépend du temps pendant lequel je lève le verre d'eau. Si je le soulève seulement pendant 1 minute, ce n'est rien, mais si je soulève pendant 1 heure, un jour ou même plus, mon bras sera engourdi et dans les cas graves, il sera paralysé. Le poids du verre d'eau n'a pas changé, mais plus je le soulève, plus le verre d'eau est lourd. C'est vrai. Le stress au travail est comme ce verre d'eau. Le stress à court terme n'entraînera pas de conséquences graves, mais si le stress persiste, il se transformera en épuisement professionnel et nuira à la santé physique et mentale. Comment faire ? Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est d'abord ranger le verre d'eau. Nous pouvons utiliser les méthodes mentionnées aujourd'hui, comme commencer par les neurotransmetteurs dans le cerveau pour améliorer la santé mentale, en nous permettant d'abord de nous retirer du stress, puis d'améliorer progressivement l'enthousiasme et le bonheur au travail. Pour un autre exemple, nous pouvons également commencer par le sommeil et la posture corporelle pour ajuster la santé du corps afin que nous ayons l'énergie et l'endurance nécessaires pour faire face au travail chargé de chaque jour. Bien sûr, il est difficile d'apporter de grands changements au début, mais même de petits changements peuvent donner lieu à de grands changements. En outre, l'épuisement professionnel est également une maladie moderne dans une société industrielle en évolution rapide. Elle est très répandue et survient périodiquement. Peut-être que personne n'est à l'abri et ne peut être guéri. Face à une telle situation, en plus d'apporter des changements positifs, autant procéder à quelques ajustements mentaux, considérer l'épuisement professionnel comme une opportunité de se recomprendre et de se mettre à jour, et de voir où nous devons encore nous améliorer. Réviser constamment et avoir le courage de faire une pause peut être la norme dans la vie et peut nous aider à passer de l'épuisement professionnel à l'excellence. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.